La yaya. La mort est longtemps restée un concept abstrait pour moi. Je veux dire plus longtemps que pour la moyenne des enfants. Pourtant, on a longuement tenté de me l'expliquer à l'occasion des quelques décès des proches qui ont parsemé ma jeunesse. La première personne décédée dans mon entourage, c'était mon arrière-grand-mère. On l'appelait la yaya. Quand j'étais petite, j'allais fréquemment une semaine ou deux chez ma grand-mère dans un petit village à la campagne dans le sud de la France. Famille espagnole de Catalogne. Mes cousines et cousins y étaient aussi souvent nombreux. On se marrait, on se fâchait, on se poursuivait pour un rien dans le potager immense. On se racontait des histoires d'horreur dans le garage, lumière éteinte, près du tracteur, et on en faisait des cauchemars pendant des mois. Mais ce qui nous foutait vraiment la trouille, c'était la yaya. C'était une vieille femme qui avait vécu toute sa vie en Catalogne, hébergée chez mes grands-parents après la mort de son mari car devenue incapable de s'occuper d'elle-même. Elle était vieille, très vieille. Quand j'avais 5 ans, elle en avait 92. À nos âges, on ne connaissait personne d'aussi vieux. Elle avançait lentement, très lentement, pliée en deux, son dos, un angle droit. On entendait le bruit de ses pantoufles dans le couloir. Toutes les 2 ou 3 secondes. Chic, chac. Et par-dessus tout, elle était méchante, très méchante. Elle ne supportait pas nos jeux, nos rires. Elle ne supportait pas les enfants, quoi. Elle nous donnait de la canne. Elle ne parlait pas un mot de français, mais elle respectait tout le temps contre nous. Elle était obsédée par le chat et reprochait 15 fois par jour à ma grand-mère de ne pas l'avoir nourri. Un début de démence qui n'allait pas s'arranger avec le temps. Jamais un sourire. Elle grognait, elle râlait, bavait. Ses yeux gonflaient, ses rides se creusaient. Elle devenait rouge. Ça nous terrifiait. Quand en courant on passait l'angle d'un couloir et qu'on tombait sur la yaya sans s'y attendre, ça nous faisait comme un coup de couteau au cœur de la voir là, devant nous, voûtée, cheveux épars, les yeux exorbités, et cette sorte d'infection étrange au visage. Une tache rosâtre qui lui avait envahi la moitié du nez, une partie de la joue et de l'œil droit, et qui contrastait avec la pâleur de sa peau. Au milieu de la tache sur le nez, une sorte de grosse croûte qui suintait sans arrêt. Ça doit avoir un nom en médecine, mais je ne l'ai jamais cherché. Quand on tombait sur elle, donc paf, on se figeait sous le coup du choc quelques secondes. Et on repartait en courant plus vite avant qu'elle ne se mette à écumer 1000 injures incompréhensibles. Des fois, l'un d'entre nous faisait semblant de l'avoir vue et criait « C'est la yaya, c'est la yaya !» Alors on détalait à toute allure en hurlant. Parfois, elle ne nous supportait tellement plus qu'elle se mettait à nous suivre. Pour nous faire quoi? On n'osait pas imaginer. On se réfugiait où on pouvait, dans une chambre ou dans un placard, en sueur, paniqué. On l'entendait arriver, lentement, au bruit de ses pantoufles qui traînaient sur le sol. Tchic, tchac, tchic, tchac. On se retenait de crier de toutes nos forces quand elle s'arrêtait à quelques mètres de nous et restait là, immobile, pendant plusieurs minutes, sans rien dire ni faire devant la porte fermée. Mais il y avait une chose qui me terrifiait plus que tout. Quand mes cousins et cousines n'étaient pas là et que je dormais seule dans mon lit, presque toutes les nuits, la yaya se levait. Dans le silence et le noir dense de la nuit des campagnes, j'entendais le bruit de ses pantoufles qui frottaient sur le sol à chacun de ses pas. Tchic, tchac. Elle allait dans la cuisine, toujours, y faire je ne sais quoi. Après quelques bruits de tiroirs qu'on ouvre et ferme, elle repartait et je l'entendais s'approcher doucement de ma chambre. Le son de ses pas se faisait de plus en plus net à mesure qu'elle avançait. Dans ces moments, je tendais l'oreille autant que je me noyais de paroles intérieures pour ne rien entendre. Quand je n'y tenais plus, je m'enfouissais la tête sous la couette, dégoulinant de sueur. Ses pas s'approchaient. Tchic, tchac. Jusqu'à s'arrêter devant la porte. Puis, plus un bruit. J'avais à chaque fois l'impression que mon cœur allait exploser. Après quelques minutes, elle retournait lentement à sa chambre. La yaya est morte à 93 ans. On m'a donc expliqué qu'elle était partie, qu'elle n'était plus là. On ne la reverrait plus jamais, qu'elle était au cimetière, dans la tombe. Ce qu'on dit aux enfants quand on veut être honnête avec eux. Et si, pendant les années qui suivirent, je n'arrivais malgré tout pas bien à saisir ce que c'était que la mort,
c'est qu'à chaque fois que je dormais chez ma grand-mère, j'entendais le bruit des pantoufles de la yaya s'arrêter devant ma porte. Tchic, tchac, tchic, tchac. Chronomètre. Il avait reçu la montre à son 10e anniversaire. C'était une montre bracelet en plastique gris, extraordinaire en chaque aspect. Sauf pour le fait qu'elle comptait à rebours. Voilà le temps qu'il te reste dans le monde, mon fils. Utilise-le sagement. Et en effet, il le fit. À mesure que le temps passait, le garçon, maintenant un homme, vivait au maximum. Il gravit des montagnes et nagea dans des océans. Il parla et il rit, il vit et il aima. L'homme ne craignait jamais, puisqu'il savait exactement combien de temps il lui restait. Mais un jour, le compte à rebours finit par entrer dans sa dernière phase. Regardant avec nostalgie les dernières secondes qui s'égrenaient, l'homme se leva, considérant tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait construit. 5. Il serra la main à son vieil associé, l'homme qui avait été son ami et confident durant toute sa vie. 4. Son chien s'approcha et lui lécha la main, recevant une tendre caresse en échange de l'amitié qu'il avait su donner à son maître. 3. Il serra ses fils dans ses bras, sachant qu'il fut un bon père. 2. Il baisa le front de sa femme pour la dernière fois. 1. Le vieil homme sourit et ferma les yeux. Alors, il ne se passa rien. La montre émit un bip sonore et s'éteignit. L'homme désabusé constata alors qu'il était bel et bien là, encore vivant. On aurait pu penser qu'à ce moment-là, il était ravi. Néanmoins, pour la première fois de sa vie, l'homme avait peur. Diaporama. Les doigts tremblants d'excitation, j'ai ouvert le paquet. Comme je l'avais espéré, c'était l'appareil photo que j'avais gagné sur eBay. Avec beaucoup de plaisir, j'ai réalisé que j'avais fait un meilleur deal que prévu, du fait que le précédent propriétaire avait laissé sa carte mémoire dans l'appareil. Honnête, j'ai décidé d'envoyer un mail au vendeur pour l'avertir. Mais avant cela, ma curiosité m'a poussé à voir s'il y avait quelque chose dessus. J'ai réglé l'appareil sur diaporama et la première photo affichait une étiquette d'expédition. Ma confusion a tourné à l'horreur quand j'ai vu que la photo suivante était celle d'une personne brutalement assassinée. Le reste de la carte était une alternance de photos d'étiquettes d'expédition, affichant une adresse suivie d'une scène de meurtre. La dernière image était l'étiquette d'expédition de la boîte que je venais d'ouvrir. Martin le manipulateur. Jimmy en avait vraiment marre de Martin. Celui-ci était pourtant son meilleur ami, et ce, depuis de nombreuses années. Mais dernièrement, Jimmy avait commencé à douter de Martin, pensant qu'il le manipulait. À chaque fois qu'ils se retrouvaient tous les deux, Jimmy avait toujours cette impression que Martin l'obligeait à agir, ressentir et penser d'une certaine manière. Quand ils se parlaient, Jimmy avait toujours l'impression de simplement dire les choses que Martin voulait entendre. Cela a duré des années, mais les choses se sont aggravées, au point que Jimmy avait senti qu'il n'avait plus aucun libre arbitre quand Martin était dans les environs. Jimmy voulait être libre, libre de dire ce qu'il pensait vraiment à Martin, mais il n'avait jamais eu le courage de le faire, jusqu'à ce jour. Jimmy, dans un accès de rage, avait levé le majeur au visage de Martin, en lui criant « Va te faire foutre, Martin! J'en ai marre de me faire manipuler !» Les adultes du public avaient couvert les oreilles de leurs enfants, choqués parce qu'ils pensaient être un spectacle tout public. Martin, le ventriloque, lui, était absolument terrifié. Les escaliers. Je poste ceci aujourd'hui car il est arrivé quelque chose de vraiment étrange à ma nièce. Mon frère et sa femme ne savent vraiment pas quoi faire. Et à vrai dire, moi non plus. Ça s'est passé il y a 2 jours. Voici en gros ce qui est arrivé. Sophie venait d'emménager avec ses parents dans une maison sur la colline. Son père avait un rendez-vous d'affaires et sa mère devait aller avec lui. Ils avaient donc décidé de la laisser seule pour la soirée. Elle a passé le début de la soirée devant la télé, jusqu'au moment où il y a eu une coupure de courant. Elle est alors allée à la cuisine chercher des bougies et a appelé ses parents pour savoir ce qu'elle devait faire. Son père a décroché son portable et lui a demandé de rallumer le disjoncteur qui était à la cave. Elle avait toujours eu très peur de descendre à la cave. Aussi, son père est resté au téléphone pour la rassurer. Commence par ouvrir la porte doucement. D'accord, Elle a ouvert la vieille porte qui grinçait. Ensuite, commence à descendre les marches. d'accord. 1, 2, 3, C'est bien, ma chérie. Continue. 4, 5, 6, 7, Tu y es presque. 8, 9, 10. C'est bon.
Maintenant, le disjoncteur est juste à côté de toi. 11, 12, 13, 14, Sophie? Sophie, mais qu'est-ce que tu fais? 15, 16, 17. Je suis en enfer. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que je vis. Je suis bel et bien en enfer. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Enfin, je ne vois aucune raison qui expliquerait ma présence ici, mais bon. Je ne connais aucun endroit sur la planète qui ressemble à celui-ci. L'enfer, ou du moins la partie de l'enfer où je me trouve, ne ressemble pas vraiment à ce que vous pourriez imaginer. Ce n'est pas une caverne remplie de fées, de flammes et de démons rouges qui me tourmentent. Au lieu de ça, il y a juste un grand désert, vide. Il n'y a personne ici, à part moi. Maintenant, vous devez penser que ce n'est pas si mal finalement. Ça pourrait être pire. Mais, croyez-le ou pas, ça l'est. Même si je suis en enfer, j'ai toujours faim. Cela doit être ma punition. Je suis perpétuellement affamée. Et il n'y a rien à manger dans ce désert. Rien. Excepté cet animal. Et il me nargue. Comme s'il savait pour ma faim insatiable. Évidemment, j'essaie de l'attraper pour me nourrir. Et c'est là que ça devient mauvais. Vu que c'est l'enfer, cet animal ne peut pas être attrapé. Chaque fois que j'essaie, à chaque fois que je suis sur le point de l'attraper ou de le tuer, il parvient miraculeusement à s'échapper. Donc ceci est mon destin. Une faim éternelle. Et de la nourriture à portée de main, mais inaccessible. Parfois, je me prends à être inventif, à tester de nouvelles idées pour attraper ma proie, espérant que cette fois sera la bonne. Il y a une sorte de présence invisible ici qui me donne de nouveaux outils pour m'aider. Mais ce n'est pas par bonté ou compassion, juste pour le plaisir de me voir échouer une nouvelle fois. Pour maintenir en moi une lueur d'espoir. Après tout, si j'étais sûre de ne jamais pouvoir attraper ce foutu animal, je ne souffrirais pas autant, n'est-ce pas? D'autres fois, je décide de ne pas jouer le jeu de mes tourmenteurs. Je refuse cette chasse inutile. Et j'essaye de trouver une autre façon de passer le temps. Mais la faim ne cesse jamais. Et ce n'est qu'une question de temps avant que je ne reparte à la chasse. Et si la faim ne m'y oblige pas, l'ennui le fait. C'est là toute la beauté de l'enfer. Je peux cesser cette torture quand je le souhaite. Mais quand je le fais, il n'y a littéralement rien d'autre à faire. L'ennui ou un acte futile perpétuel, c'est l'enfer. Je peux juste espérer que quand je l'attraperai enfin, le goût du bip-bip en vaudra la chandelle. Le plan parfait. Lundi, j'ai élaboré le plan parfait. Personne n'était au courant que nous nous connaissions. Mardi, il a volé le flingue de son père. Mercredi, nous avons décidé de le faire pendant l'assemblée des élèves du lendemain. Jeudi, nous avons attendu devant les portes du gymnase. Nous avions convenu que j'abattrais le premier qui sortirait du bâtiment. Puis, il prendrait le flingue et entrerait dans le gymnase pour commencer le massacre. La personne qui était sortie la première était Monsieur Quinn, le conseiller d'orientation. Je lui ai tiré 3 fois en plein dans le visage. Il est tombé raide mort dans le gymnase. Le bruit déclenché par les coups de feu était assourdissant. J'ai entendu des cris à l'intérieur. Personne ne nous avait encore vus. Je lui ai tendu le flingue en lui disant « C'est ton tour maintenant ». Il a couru dans le gymnase et a commencé à tirer. Après un moment, je l'ai suivi. Il n'avait encore touché personne. Les élèves se bousculaient, se cachaient. C'était le chaos. Puis j'ai couru vers lui et je me suis jetée sur lui. Nous nous sommes battus. J'ai arraché l'arme de ses mains, l'ai retournée contre lui et pressé la détente, le réduisant ainsi au silence pour toujours. Le vendredi, j'étais acclamé en héros. C'était vraiment le plan parfait. Au bureau. Je ne sais toujours pas quoi penser de ce qu'il m'est arrivé la nuit dernière. Pour vous replacer le contexte, quelques problèmes personnels m'ont fait prendre du retard sur mon travail. Alors ce soir-là, j'avais décidé de rester plus tard au bureau. Mon lieu de travail s'est lentement vidé, jusqu'à ce que je me retrouve seule dans ce grand bâtiment. J'ai réussi à boucler plusieurs dossiers en peu de temps, et en regardant l'horloge accrochée au-dessus de ma tête, j'ai constaté qu'il me restait un peu de temps avant que mon fiancé vienne me chercher. Le quartier étant mal fréquenté et n'ayant rien à faire dehors, je n'ai pas eu d'autre choix que de patienter ici. Peureuse de nature,
Je n'étais pas enchantée à l'idée de rester seule dans un endroit, tout sauf rassurant la nuit. Mais je suis descendue, rejoindre ma grande amie, la machine à café du premier étage. Au moment où j'allais entrer dans l'ascenseur, j'ai entendu un gros boum, comme si quelque chose était tombé. J'ai pris mon courage à une main, l'autre tenant le gobelet, et suis remontée voir ce qui avait causé ce boucan. Un rire nerveux m'a échappé quand j'ai compris ce qu'était la source de mon inquiétude. Les cris masculins que j'entendais me certifiaient que finalement, je n'étais pas si seule et que deux de mes collègues étaient en train de s'envoyer en l'air. Gênée, j'ai fermé la porte qu'ils avaient laissée entr'ouverte, détournant le regard. Ils n'ont pas eu l'air de remarquer quoi que ce soit, car les bruits me confirmaient qu'ils étaient encore en pleine action. Je me suis alors rappelé que cette porte était très dure à ouvrir de l'intérieur, et qu'ils allaient avoir du mal à sortir une fois leurs ébats terminés. Tant pis, ils finiraient bien par y arriver, et ça leur apprendra à faire ça ici d'ailleurs. Voyant qu'il était l'heure de m'en aller, j'ai pris mon manteau et suis descendue pour attendre mon fiancé. Ce n'est qu'aujourd'hui, en arrivant au bureau, que j'ai compris ce qu'il s'était réellement passé. Le corps d'une de mes collègues avait été retrouvé ce matin. D'après les policiers et les médecins sur place, elle aurait été frappée violemment à la tête et violée. Ils l'ont retrouvée bâillonnée et nue. Ils pensent qu'elle a tenté de s'enfuir car la porte est marquée de griffures et abîmée, comme si quelqu'un avait donné des coups dedans. Ils m'ont posé quelques questions auxquelles j'ai répondu entre deux sanglots, en omettant de mentionner ma présence la veille. Je leur ai dit que j'étais vraiment désolée pour ce qui lui était arrivé. Vous n'avez pas à être désolée. Vous saviez bien que vous n'auriez rien pu faire. Pile non fournie. Il y a un incident qui me préoccupe encore après toutes ces années. J'étais assez jeune quand ça s'est produit. Tout a commencé quand j'ai reçu le jeu de société Docteur Maboul pour mon anniversaire. Si vous ne connaissez pas ce jeu, le but est d'essayer de guérir soigneusement un faux patient. Si vous ne faites pas attention et que les pinces touchent les bords en métal des plaies, ça déclenche un buzzer qui indique que vous avez perdu ce tour. J'adorais tellement ce jeu que parfois, je faisais semblant d'opérer mes peluches, ce qui m'a valu des ennuis à plusieurs reprises pour avoir utilisé un vrai couteau de cuisine. Cependant, mes parents se sont vraiment inquiétés quand je leur ai dit que je pensais que mon clown avait besoin d'une opération. Je me souviens encore de leur regard confus avant qu'ils me disent « Mais tu n'as pas de clown, fiston !» Bien sûr que si, il est dans mon placard et il me regarde la nuit. Mes parents sont directement allés vérifier dans mon placard. Après avoir fouillé chaque centimètre du placard et du reste de ma chambre, ils ont poussé un soupir de soulagement et m'ont dit que mon imagination était si grande qu'ils m'avaient cru. J'ai insisté sur le fait que je disais la vérité, et ils ont répondu d'une façon indifférente « Bien sûr, fiston, bien sûr ». Cette nuit-là, le clown est venu me voir comme toujours. Il m'a dit que c'était une bonne chose que je garde ma fenêtre ouverte pour qu'il puisse entrer. Habituellement, il me tenait compagnie pendant la nuit, me regardant de mon placard en buvant quelque chose qui se trouvait dans un sac en papier, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il était toujours parti quand je me réveillais le lendemain matin. Je parlais rarement avec lui, parce qu'il m'avait dit qu'il y aurait des conséquences si je ne restais pas silencieux. Je me sentais un peu triste pour le clown, parce que je savais qu'il n'allait pas bien depuis la première fois qu'il était venu me voir, et c'était clair que son état ne s'améliorait pas. Une nuit, après que je l'ai entendu suffoquer à plusieurs reprises, je lui ai demandé s'il avait besoin de nouvelles piles, Quelque chose comme ça, petit. a-t-il murmuré. « Où vont tes piles, monsieur clown ?» ai-je demandé. Il a ri et a tapé sur son cœur avec son index. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de piles pour mon clown. Ils se sont regardés et ont ricané. Ils m'ont dit qu'aucune de mes poupées n'avait besoin de piles. « Monsieur Clown a besoin de nouvelles piles, il l'a dit lui-même !» ai-je insisté. Ils se sont regardés, ne sachant pas comment réagir. Finalement, ma mère a été d'accord pour me donner des piles et les a placées sur ma table de nuit, m'assurant que je pourrais les donner à mon clown cette nuit. Le lendemain, ma mère est entrée dans ma chambre pour me réveiller pour le petit déjeuner. À la place, elle a crié. Mon père est entré à toute allure et a appelé la police, leur disant qu'il y avait un cadavre habillé en clown dans mon placard. Ma mère a eu le souffle coupé quand elle a quitté mon placard du regard pour finalement voir ma table de nuit. Les piles n'étaient plus là. À la place, il y avait un couteau ensanglanté et un pacemaker. De l'autre côté du miroir.
Avez-vous déjà connu l'illusion du miroir? Ce phénomène qui se produit quand on regarde trop longtemps son reflet dans celui-ci. Allez-y, faites le test. Vous n'avez besoin que d'un miroir et de temps. Posez-vous devant le miroir et regardez votre reflet dans les yeux. Ne faites rien d'autre. Concentrez-vous pour que ça marche. Au bout d'un moment, vous verrez des choses étranges. Votre reflet qui bouge tout seul, qui se métamorphose en autre chose. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est une réaction normale. Quand le cerveau s'ennuie, qu'il n'a aucun stimulus cérébral, il va s'amuser à en créer. Et c'est de là que viendrait ce phénomène. Mais si c'était autre chose? Ma mère, par exemple, me disait toujours de ne pas me regarder trop longtemps dans le miroir, car derrière ceci se cacherait tout le mal de la Terre. Elle était très vague là-dessus. Mais à ce que j'ai compris, derrière les miroirs pourrait se trouver un autre monde, une dimension parallèle, peuplée des êtres les plus vils et malfaisants. Pour simplifier, si nous étions Dr Jekyll, derrière chaque miroir se tiendrait nos Mr Hyde. Ils chercheraient par tous les moyens à échanger leur place avec la nôtre. Et si jamais fixer suffisamment longtemps les miroirs leur permettait d'atteindre leur but? Peut-être que certains ont réussi. Peut-être que c'est ainsi que les serial killers, violeurs et autres psychopathes seraient entrés dans notre monde. Pour ma part, je vais suivre les conseils de ma mère et ne pas me fixer trop longtemps dans un miroir. Enfin, pas une seconde fois. Piscine. J'adore l'eau, nager, être seule au milieu de tout ce liquide, au calme et sans stress. Je passe quasiment 2 heures chaque jour dans ma piscine. Je vais aussi à la piscine du coin pour faire des longueurs et de l'apnée. J'habite dans une petite ville, vous voyez. Comprenez que ce n'est pas très très grand, mais j'ai mes habitudes là-bas. Ma femme, je l'ai rencontrée là-bas aussi. Elle nage moins que moi, surtout depuis la naissance de notre fils. Mais elle continue parfois avec mon petit Timothée dans notre piscine. Je suis professeure dans un village. Des gamins sympas, très terre à terre. Il y a des têtes brûlées dans le tas, mais ça va pour la plupart. Mon histoire commence le jour où mon fils est parti de la maison pour aller à la fac. Dans une grande ville dont je tairai le nom pour plus de sécurité. Ma femme et moi sommes allés chez lui plusieurs fois, pas très longtemps. Il n'avait pas un appartement très grand. La ville était très vaste et nous nous y sommes promenés très souvent avec mon fils. J'avais remarqué qu'il y avait une assez grande piscine, mais pour ne pas embêter ma femme et mon fils, je n'avais rien dit. Un jour, nous étions chez lui. Il a dû partir précipitamment pour un travail avec ses amis. Ma femme avait besoin de repos, donc elle a fait une sieste. Mais moi, j'étais bien réveillée. J'ai donc pris mes affaires de piscine, que je prenais toujours avec moi au cas où, et je suis allée à cette piscine, beaucoup plus grande que je ne le pensais. Le bassin olympique était quasiment vide. Nous étions en semaine, et les rares nageurs étaient des mordus comme moi. Après m'être échauffée, j'ai commencé à faire plusieurs longueurs. Après ça, j'ai commencé des exercices d'apnée, de 10 à 30 secondes. D'habitude, je n'en fais pas dans les piscines municipales, mais après avoir papoté avec le maître nageur, il m'a dit qu'il ne trouvait rien à redire contre ça, voyant que j'étais un vrai nageur et pas un gamin débile. Un autre nageur a commencé à travailler avec moi. La piscine, c'est un endroit convivial. C'est l'exercice continuel. On nage pour ne pas couler et ça délie les langues. Après un rapide échauffement, nous avons donc décidé de rester le plus longtemps possible sous l'eau. Un exercice assez simple, mais qui peut être dangereux si nous ne sommes pas accompagnés. La première fois, nous sommes restés 50 secondes. En gros, moi 51 et lui 48. Il n'avait pas l'entraînement que j'avais. La deuxième fois, nous sommes restés 55 secondes tous les deux. Après plusieurs essais, nous avons trouvé notre limite d'1 minute et 30 secondes. Nous avons donc commencé à nager dans l'eau en apnée. Après plusieurs longueurs, nous avons essayé de toucher le fond. C'est là que les choses ont pris une tournure très étrange. J'avais des lunettes de natation. Quelque chose de sobre mais d'efficace. Lui, par contre, n'en avait pas et devait avancer à l'aveugle. Le chlore n'étant pas conseillé pour les yeux, surtout à forte dose. La première fois, nous avons nagé jusqu'au fond de la piscine.
Je l'ai trouvé éloigné, j'ai dit à mon camarade apnéiste, mais lui a déclaré avoir trouvé la profondeur normale. La seconde fois a été la dernière. Quand j'ai touché le fond, il semblait si éloigné que j'ai eu peur de ne pas réussir à remonter. Une fois touchée, je me suis retournée pour remonter et la piscine avait grandi. Tellement grandi. La surface qui brillait me paraissait si lointaine. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retournée pour voir mon camarade et je l'ai vu continuer à nager vers le fond, aveugle à ce qu'il se passait devant lui. Et le fond continuait à s'éloigner. J'ai tenté de crier, mais ma bouche et mes poumons se sont remplis d'eau. J'ai paniqué et j'ai commencé à nager le plus vite possible vers la surface. Mais à cause de ma stupidité, il ne me restait plus beaucoup d'air dans les poumons. J'étais tellement paniquée que j'ai cru ma dernière heure arriver. J'ai levé les yeux et j'ai vu la surface. J'ai agité les bras, mais je n'avais plus d'air. Mes poumons pleins d'eau commençaient à brûler. Mes muscles aussi et mes côtes étaient douloureuses. J'ai finalement pris un dernier élan et j'ai sombré. Quand je me suis réveillée, j'étais au bord de la piscine, le maître nageur me pratiquant les gestes de premier secours. J'ai craché de l'eau et j'ai vomi ma bile. J'étais complètement déboussolée. Je ne savais plus où j'étais ni comment je m'étais retrouvée là. J'ai pris des goulées d'air et j'ai demandé, après un certain temps de repos, où était l'autre. Mais personne ne se souvenait d'un autre nageur avec moi. J'ai pris mes affaires et je suis partie très vite de cette piscine. Depuis, je ne fais plus de piscine. J'ai toujours peur que le fond s'agrandisse. La porte bleue. J'ai toujours été impressionnable. Aussi loin que je me rappelle, il en a toujours fallu très peu pour m'effrayer. Et ce que j'ai vu ce jour-là m'a jamais laissé une marque. Je vis bien aujourd'hui, mais à chaque réunion de famille, les souvenirs de cette nuit remontent. J'avais 17 ans. Mes parents venaient de divorcer et mon père avait déménagé à l'autre bout de la ville. Ne m'en voulez pas si je ne donne ni l'endroit exact ni de nom. Si je vous dis tout ça, c'est avant tout pour exorciser ce souvenir. Et ce qui a suivi. Étant mineure à l'époque, j'étais donc la plupart du temps chez ma mère. Et j'allais chez mon père pendant les vacances scolaires. Quand j'allais chez lui, on passait notre temps à jouer à la console, il me faisait conduire sur Range Rover. C'était d'ailleurs marrant de voir un sigle conduite accompagné sur un Range Rover. Ce soir-là, un vendredi en sortant du lycée, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je sortais avec des amis et que je ne rentrerais que tard dans la nuit. Je lui ai dit qu'on allait se faire un bowling, mais en vérité, on était allé fumer derrière l'église. Il était déjà tard, 2 ou 3 heures du matin, peut-être, quand on a décidé qu'on était assez déchirés pour la soirée. J'ai laissé mes amis derrière l'église et je suis partie. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit que j'allais prendre un raccourci. Il y avait un petit chemin qui coupait à travers la forêt et qui débouchait sur le centre-ville. C'était ça, ou marcher 3 kilomètres au bord de la nationale. J'avais l'impression de marcher depuis des heures. Quand j'ai senti que j'allais vomir, ça m'est venu d'un coup. Je me suis mis sur le bas-côté, et je me suis cachée derrière un buisson et là j'ai tout lâché. J'avais encore la tête qui tournait et j'ai vu des lumières, des phares. Je me suis dit que c'était les flics et que j'étais foutue. Mais je me suis quand même cachée dans le buisson plein de vomi. L'instinct de survie sûrement. La voiture est passée devant moi lentement. J'avais la tête qui tournait, j'étais franchement défoncée. Mais j'ai bien vu que ce n'était pas la police. C'était une Skoda blanche avec une porte bleue côté passager. Elle s'est arrêtée à une dizaine de mètres et un homme en est sorti. J'ai pas vu à quoi il ressemblait. J'ai pas osé sortir mon visage du buisson. Il a lentement marché jusqu'au coffre et l'a ouvert. Et c'est là que tout a changé pour ma famille et moi. L'homme a sorti une fille ligotée du coffre de la Skoda. Elle était inconsciente. Ou morte. Elle était petite. Peut-être même qu'elle avait mon âge. Elle était jeune. Elle avait sûrement mon âge. Il l'a lâchée par terre comme un sac de viande. Il s'est assis dessus et l'a frappée encore et encore. Des coups de poing dans le nez, la bouche, la gorge. L'homme s'est acharné sur elle. Et moi, je tremblais, les yeux grands ouverts, cachés à quelques mètres de là. Quand il s'est calmé, il a chargé la fille sur ses épaules et s'est enfoncé dans la forêt. Je ne savais pas quoi faire. Attendre qu'il parte ou m'enfuir en courant. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais l'homme ne revenait toujours pas. Et là, je me suis dit qu'il m'observait peut-être, qu'il était à quelques mètres de moi et qu'il attendait peut-être que je bouge. J'ai senti une décharge d'adrénaline et j'ai couru vers l'opposé de la direction que cette bête humaine avait prise. Je ne savais pas où j'allais atterrir, mais ça m'était égal tant que j'étais loin d'ici. Quand je suis arrivée sur le parking du Leclerc et que j'ai vu enfin les lumières du centre-ville, j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai vomi, mais pas à cause de l'herbe cette fois.
Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé à ma mère le lendemain. Elle a pourtant vu que je n'étais pas bien. J'avais envie de lui dire, mais je l'ai gardé pour moi. Je ne l'ai même pas dit à mes amis. Je devais partir chez mon père ce samedi matin, mais je n'étais pas vraiment motivée. Je savais que je devrais passer près du chemin où j'avais vu le monstre. Quand ma mère et moi sommes passés devant en voiture, mes jambes tremblaient. Et j'ai bien cru que j'allais me uriner dessus. Quand je suis arrivée chez mon père, je n'avais qu'une hâte, c'était de m'enfermer chez lui. Je ne lui ai pas parlé non plus de ce que j'avais vu. On a passé le samedi devant la console, mais je n'étais pas vraiment là. J'ai demandé à mon père si on pouvait aller à la plage. J'avais envie de conduire, de me changer les idées et surtout d'aller loin. J'ai demandé les clés du Range Rover à mon père pendant qu'il préparait des sandwichs et je me rappellerai toujours de ces mots. J'ai tapé un sanglier avec le Range Rover. Il est foutu. J'ai une voiture de prêt. Tu peux aller la chercher sur le parking si tu veux. C'est la Skoda blanche, avec la porte bleue.